Très bien. Écoutez, on m'a demandé de vous faire un point sur le vaccin, mais qui est un point très simple, qui est... Bon, je suis un spécialiste des maladies infectieuses depuis bien longtemps. J'ai écrit un livre sur les vaccins qui me paraît toujours pertinent, qui est de sortir, si vous voulez, de la vision binaire sur les vaccins. En disant les vaccins c'est toujours bon ou c'est toujours mauvais. Ce qui est juste malheureusement le monde dans lequel on vit le plus actuellement et qui n'est pas intelligent. Alors, vous savez, on a fait une émission à nous qui a beaucoup de succès d'ailleurs, qui s'appelle On a le droit d'être intelligent. Et donc on va continuer à essayer d'avoir le droit d'être intelligent en parlant de ça d'une manière qui soit raisonnable et pas excessive. Et donc je vais vous en parler avec trois de mes quatre casquettes, probablement plus que ça. Il y en a une, je suis un médecin, donc je veux soigner les gens, les protéger des maladies, et donc c'est mon métier, c'est mon devoir. Même quand cette spécificité, cette volonté n'est pas partagée par ma manière de voir, j'essaie de faire du mieux que je peux, compte tenu de ce que je sais pour la santé des gens qui me sont confiés. Deuxièmement, je suis un enseignant-chercheur, donc ce que je sais, j'ai le droit constitutionnel et le devoir de le dire, donc je le dis. Et puis, troisièmement, je suis un fonctionnaire de la République, je suis même un haut fonctionnaire de la République, et donc j'applique les lois de la République quand il y a des lois. Entendu. Je ne fais pas autrement. Et puis, quatrièmement, je suis moi-même, et ce que je pense et ce que je fais, ça ne regarde que moi et les miens. D'accord ? Je ne ferai pas de cirque en me faisant vacciner en public, mais je ne suis pas un acteur de cinéma. D'accord ? Ce que je ferai, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas, ça regarde les individus. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. S'il y avait une obligation vaccinale, je vous dirais, j'ai respecté la loi. D'accord ? Donc, je vais vous dire ce que on peut penser actuellement des stratégies vaccinales. Dans la période que nous avons vécue, qui est une période d'émotion extrême et d'urgence extrême, et je ne veux pas discuter sur la nécessité de cette urgence, mais en tout cas, dans cette urgence extrême, les processus de validation de vaccination n'ont pas suivi les routes habituelles. C'est-à-dire que l'échantillon nécessaire pour évaluer la sécurité ou l'efficacité n'ont pas été obtenus. Parce que tout le monde est pressé, tout le monde est anxieux, veut pouvoir avoir rapidement la vaccination. On le voit ici, depuis qu'on l'a essayé, les gens voudraient se faire vacciner en dépit du fait qu'ils ne font pas partie des premières priorités à vacciner. Et donc, incontestablement, il y a un point d'interrogation sur, pas à court terme ou pas sur 10 000 ou pas sur 100 000 personnes, mais à très long terme, ou sur des millions de personnes, est-ce qu'il y aura des accidents qui sont imprévus ? Personne ne peut répondre à cette question scientifiquement. Voilà. Mais sur le court terme, quelques mois, et sur quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, on sait que ça n'est pas dangereux. Voilà. Ça, on sait ça. Et donc ça expliquera qu'effectivement, si la question c'est de vacciner des gens qui sont très exposés et très à risque s'ils ont une maladie de faire une forme grave, c'est raisonnable de les vacciner. Voilà. C'est-à-dire que s'il existe des risques très distants, ils n'auront pas le temps de les voir, et que le bénéfice-risque, qui est vraiment la question de tout ce que nous, comme médecins, nous devons mesurer, c'est pesons qu'est-ce qu'est le bénéfice attendu par rapport au risque que nous prenons. Et là, dans le risque, il y a un risque à longue échéance que nous ne connaissons pas. Et donc, il faut mesurer, en fonction du risque que nous connaissons, le risque à courte échéance est négligeable. Et donc, s'il y a un bénéfice qui est envisageable d'une manière raisonnable, bien sûr, il faut en faire profiter les malades. Donc, il faut que ce soit clair, ça. Dedans, qu'est-ce que c'est qui pose question dans la stratégie de développement aussi rapide ? Il y a plusieurs choses. La première, effectivement, on utilise de nouvelles technologies pour faire des vaccins, en particulier de l'ARN messager. C'est une nouvelle technologie sur laquelle on n'a pas un très grand recul sur qu'est-ce que ça fait à terme, ça. Mais en particulier, qu'est-ce que ça fait dans toutes les populations. C'est pas les populations qui sont vaccinées en priorité qui seraient les plus concernées.
ont été vaccinés des gens qui avaient été immunodéprimés, ont été vaccinés des gens qui étaient âgés, sans qu'il y ait de problème évident. Mais est-ce que de vacciner des gens qui garderont cette vaccination pendant des décennies change quelque chose? Personne ne peut le dire. Donc c'est une question que personne ne peut, à laquelle personne ne peut répondre. Il en est de même pour les vaccinations basées sur des virus inactivés, sur les adénovirus, qui transportent de la même manière, de l'ADN cette fois, qui permettra d'exprimer la protéine et qui permettra d'avoir une couverture vaccinale contre cette protéine. La protéine qui est exprimée ou la protéine qui est utilisée, c'est la protéine qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui permet d'entrer dans les cellules sur le récepteur. Voilà. Donc, est-ce que... Donc, se pose ensuite, pendant les autres modes vaccinaux, il y a à peu près 200 vaccins dans le monde qui sont en train d'être testés. Hein. Donc là, on a le premier flux, mais enfin, après, choisir entre les uns et les autres, ceux qui sont les plus efficaces, est-ce que c'est le vaccin russe, c'est le vaccin chinois, est-ce que c'est le vaccin anglais pour là, les questions qui sont un peu insolubles. On verra bien les résultats des uns des autres. Mais donc, il existe d'autres, je vous ai parlé de ces deux-là, parce que c'est ceux qui sont disponibles maintenant. Les autres sont, on peut penser prendre des vaccins inactivés. Il y a des gens qui développent ça, c'est les vaccins qui ne sont pas tués, mais qui sont les vaccins traditionnels, tels que le faisait Pasteur, qu'on le fait pour la grippe, c'est-à-dire on les atténue. Théoriquement, ils ne sont pas agressifs, mais on est un peu plus réticent sur ce type de vaccin depuis qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de ces vaccins qui étaient des révertants. Ce n'était pas prévu non plus. Hein. La poliomyélite, depuis 2 ans... il y a plus de cas de poliomyélite dus au vaccin que de poliomyélite naturelle quand même. Hein. Donc, faut faire attention. À terme, vous voyez que les objectifs à court terme et les objectifs à long terme sont souvent antagonistes. Donc, il faut savoir remettre en cause les stratégies au fur et à mesure que la question se pose. On ne peut pas s'empêcher, je m'excuse, on est obligé d'être intelligent. Tout le monde ne se sent pas obligé de l'être, mais en réalité, on est obligé d'être intelligent parce qu'une indication à un moment qui posait pas de problème, quand il y a des épidémies terribles de poliomyélite, avoir un vaccin qui avait été fait à la va-vite, c'était raisonnable. Quand il reste plus de poliomyélite et qu'on réintroduit la poliomyélite dans des pays dans lesquels elle a disparu depuis 15 ans avec le vaccin, on n'est pas raisonnable. D'accord ? Donc, on ne peut pas prendre une décision définitive à un instant T et penser qu'on a raison et qu'on aura toujours raison. C'est pas comme ça la vie. Voilà. Et c'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on devrait être intelligent, parce qu'il faut avoir le moyen de l'être. Hein. C'est un truc, c'est pas donné à tout le monde. Donc les vaccins vivants atténués, quand on peut les éviter, c'est mieux. Simplement, c'est pratique parce que on a besoin de quantités moindres, parce que comme ils se multiplient, bien sûr, c'est plus simple. Ensuite, il y a les vaccins qui sont inactivés, qui sont tués en principe. Et là, il y a des gens qui préparent des vaccins inactivés, qui en principe sont sans danger et qui permettent probablement d'avoir plusieurs souches vaccinales, comme on fait sur des vaccins qui sont disponibles actuellement. Après, la question, une fois que ces vaccins sont en place, on teste 2 choses. Je vous ai dit, est-ce qu'ils sont dangereux ? C'est la sécurité. Ils vont donner, ça, il faut s'y attendre. Hein. Il va y avoir 2 choses avec les vaccins à très grande échelle. Premièrement, il y a des accidents immédiats, des petits problèmes. Ces petits problèmes n'étant pas nécessairement d'ailleurs directement liés au vaccin, parce que si je vous fais un vaccin avec rien, eh bien vous allez avoir des problèmes. Si je mets de sérum physiologique, de l'eau salée, eh bien parmi vous, certains vont avoir une éruption qui va démanger, il y en a qui vont avoir de la fièvre, il y en a qui vont tousser, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont avoir mal aux muscles, il y en a qui vont être fatigués pendant 1 semaine. Ça s'appelle l'effet nocébose. C'est-à-dire que je vous ai agressé et ça a transformé ça dans votre cerveau en des symptômes qui évoquent une maladie. Donc tous les symptômes que l'on a après une vaccination ne sont pas liés à la vaccination. Une partie est simplement liée à un effet nocebo. Donc il ne faudra pas s'étonner, après une vaccination, mais comme après une injection d'eau salée, d'avoir un certain nombre de symptômes. Donc, spontanément, vous ne penseriez pas que c'est un effet nocebo, c'est-à-dire quand vous avez de la fièvre, vous êtes 38,5,
vous vous dites pas. C'est pour ça que pour les vaccins, c'est très important d'avoir un placebo dans le sens où ça vous explique que une partie des signes que vous allez avoir ne sont pas liés au vaccin, mais sont liés au fait qu'on vous agresse avec une piqûre. D'accord ?